Vous que même les plus grands artistes de la Renaissance s'adonnaient au gribouillage. Léonard de Vinci, Michel-Ange, les Carracci, ils se sont approprié le gribouillage comme une pratique créative et l'ont même institutionnalisé. Léonard de Vinci compare ce qu'il appelle des compositions incultes aux ratures sur les feuilles des écrivains. Il les considère comme utiles à la créativité. Une fonction du point de vue de la recherche des idées, de la recherche expérimentale, de voir comment d'un trait fait sans vraiment y penser peut surgir une forme, peut surgir une figure, et ça c'était une des idées de Léonard, ce qui à l'époque était en contraste avec le discours officiel sur le dessin. En contraste donc, car cette pratique de dessin libre, le gribouillage, était pratiquée de manière officieuse, en cachette, derrière un tableau, sur des carnets, sur les murs des ateliers. Et en particulier au début de la Renaissance, alors que le dessin jusque-là lié aux arts mécaniques devient un art noble grâce à l'idée du dessin théorisé, intellectualisé. Donc l'idée d'un dessin qui apparaît d'abord comme conception, qui se forme parfaitement dans l'esprit de l'artiste et qui ensuite est traduit par le geste de la main. Et cet échevaudage théorique qui soutient le dessin au moment de vraiment la formulation de la théorie des arts à la Renaissance est là pour défendre la noblesse des arts. Mais à l'instar de Vinci, les artistes questionnent cette forme de dessin libre, non pas dans des traités, mais dans les œuvres elles-mêmes, comme dans Portrait d'enfant montrant son dessin de Giovanni Francesco Carotto, une peinture de 1523 qui place le gribouillage au centre de l'œuvre. Ces moments de liberté artistique vont finalement être promus à la fin du XVIe siècle grâce aux Carracci, trois artistes d'une même famille qui ont renouvelé l'art de la Renaissance. Les Carracci finiront par instituer cette pratique de récréation dans la formation des membres de leur académie. Donc ils y voyaient vraiment un moment important pour se ressourcer, pour régénérer les idées. Au dos de cette gravure d'Annibal Carracci, on observe des gribouillages qui confirment dans cette pratique la recherche de la liberté du geste. Autre fonction du gribouillage. Une fonction, je dirais, pratique par rapport vraiment à la souplesse de la main, à la souplesse du geste, chose vraiment liée au moteur des articulations de la main. Donc à la fois dans la recherche créative, mais aussi dans la recherche d'un trait particulier, d'une précision du trait. Donc il a cette double fonction. Pour les artistes, c'est aussi un geste social. Dans les ateliers, on joue à faire des caricatures, des personnes que l'on connaît et des autres peintres. On les retrouve ainsi sur les murs même des ateliers. Cette peinture de Barentz Fabricius dresse un inventaire des instruments de l'artiste. Toile, chevalet, palette, baguette, accessoires pour les modèles et gribouillage. Ici, il est vraiment partie intégrante du travail de l'atelier. Et Barentz Fabricius les dispose en plus au-dessus de la tête du jeune peintre. On a vraiment l'impression que ce sont les projections de ses pensées au moment où il est très concentré sur son travail. Mais malgré sa présence ancienne dans l'histoire de l'art, ce n'est qu'au XXe siècle que l'avant-garde artistique fera du gribouillage une œuvre à part entière et contribuera ainsi à libérer définitivement l'art de son carcan normatif.